Bonjour à tous et bienvenue donc au webinaire sur la transformation digitale au service de la compétitivité des entreprises. On va pouvoir démarrer. Valentina, si tu veux aussi activer ta webcam peut-être pour montrer la collaboration des pôles SCS et Cap Énergie sur ce webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Donc la modernisation des outils de production et l'amélioration des procédés industriels dans les petites et moyennes industries grâce aux technologies innovantes numériques représente un puissant levier de compétitivité. Et donc l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cybersécurité notamment sont des technologies proposées par les offreurs de technologies SCS et dont la mise en œuvre revêt un enjeu stratégique majeur pour les petites et moyennes industries, notamment de la filière énergie. C'est encore trop souvent méconnu, c'est pour ça que SCS et Cap Énergie ont souhaité faire un peu de pédagogie autour de cette technologie et des bénéfices que peuvent en bénéficier les petites et moyennes industries de la région notamment. Alors, des petites précisions logistiques. Donc, ce webinaire va durer 1h30. Dans le cadre de la RGPD, ce webinaire est enregistré et je dois vous en informer. Il sera mis en disposition en replay sur le site du pôle SCS dans la session publication vidéo. Et j'imagine Valentina qui sera également en replay sur le site de Cap Énergie. Pour le confort de tous, puisque vous êtes nombreux et je vous remercie, nous vous remercions de votre participation, vos micros sont coupés pendant tout le webinaire. Par contre, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions et d'ailleurs n'hésitez pas à le faire dès qu'une question vous vient à l'esprit en l'écrivant dans le module questions dans le menu GoToWebinar. Vous devriez voir à droite ou à gauche de votre écran. Vous pouvez donc poser une question, elle sera traitée à l'issue des interventions. Un rapide aperçu sur l'agenda pour que vous puissiez voir le déroulé et quand vous allez pouvoir poser aussi vos questions. Je vais fermer ma caméra. Hop, voilà. Donc, un rappel didactique sur les concepts de clés du numérique et notamment le numérique très présent chez SCS. Ensuite, on a la chance de bénéficier des retours d'expérience de plusieurs cas d'application de Enedis avec un focus également sur la filière énergie avec Cap Énergie en la personne de Valentina. Et puis Nextra Partners, qui est un nouveau membre de SCS qui nous fera également un cas d'usage dans la filière énergie avec implémentation d'intelligence artificielle. Et puis pour financer vos projets, pour financer vos initiatives qui pourraient implémenter des technologies numériques dans les petites et moyennes industries de la région. On a la chance aussi d'avoir Rising Sud de Nathalie Jardinier qui viendra nous présenter le parcours PSI 4.0 pour les offres de solutions, principalement chez SCS, mais aussi chez Cap Énergie, et aussi pour les entreprises de la région PACA. Et enfin, Cap Énergie nous fera un petit rappel très utile sur les dernières initiatives du plan de relance. Nombreuses initiatives, nombreux plans de relance annoncés et on aura la chance d'avoir quelques infos utiles et quelques actualités dans le cadre de ce thème de la transformation digitale au service de la compétitivité des entreprises de la filière énergie. Voilà. Donc les speakers, les intervenants. Romain Geminiani, chef de projet Smart Grid et mobilité électrique et responsable innovation de Enedis. Shivom Agarwal, de Nextra Partners, directeur général de Nextra Partners, qui interviendra en anglais, je le précise, mais vous verrez, c'est un anglais très compréhensible et il pourra répondre à vos questions en français ou en anglais, mais en tout cas, vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en français, encore une fois, dans le module questions, dans le module GoToWebinar. Nathalie Jardinier, chef de projet industrie chez Rising Sud, et Valentina Voloni, chef de projet FlexGrid chez Cap Énergie. Voilà, ça c'est un petit aperçu sur les prochains rendez-vous, mais je vais en revenir après, puisqu'effectivement, nous avons la chance d'organiser des rendez-vous en présentiel, mais aussi en webinaire, aussi bien avec Cap Énergie, d'ailleurs Valentina, le 12 novembre avec, sur le domaine de la Smart City, mais aussi avec Nathalie Jardinier et également Shivom sur un WebTech SCS le 6 novembre sur Securing AI Cannot Wait, la sécurisation de l'intelligence artificielle est clé et on comprendra pourquoi donc le 6 novembre à 11h et puis avec Nathalie Jardinier le 27 novembre sur le parcours sur l'industrie avec un focus sur les offreurs de solutions. Voilà, donc je vais juste très rapidement vous rappeler des concepts clés du numérique, le numérique, le digital. Il y a beaucoup de définitions sur les TIC, les NTIC, le numérique, le digital. En cette période difficile, on constate que la croissance est soutenue par les projets de transformation numérique.
Les sociétés du secteur numérique se projettent positivement en 2020, puisque près de 2/3 des entreprises sondées envisagent une croissance de leur chiffre d'affaires. Quand on parle de numérique, on inclut dans ce périmètre tout ce qui est matériel, logiciel et infrastructure. Donc ça comprend bien sûr la microélectronique, les composants, bien sûr les équipements de réseau et télécom, mais aussi tout ce qui est distribution, opération et services, pour pouvoir donc intégrer tout le périmètre des technologies du numérique. Un petit focus sur la digitalisation de l'industrie en Europe. On voit que sur le premier graphe en haut, 40% des entreprises, des grandes entreprises sont hautement numérisées en Europe, mais seulement 16% des PME, donc effectivement un petit effort à faire. Et puis sur le deuxième graphe en bas, 53% des entreprises danoises sont hautement numérisées, alors que seulement 8% des entreprises bulgares ou roumaines, et on voit aussi la France, vous voyez, qui est plutôt en queue de peloton. Donc effectivement, la nécessité de digitaliser l'industrie, et tous les acteurs qui sont qui sont intervenants sur ce webinaire vous pourront témoigner également. Alors un zoom sur SCS, qui est un écosystème de 320 membres offreurs de solutions numériques. Alors quand on parle de numérique, c'est principalement tout ce qui est microélectronique et objets connectés, tout ce qui est sécurité numérique, cybersécurité, sécurité numérique, et tout ce qui est big data et intelligence artificielle. On peut dire qu'on a à peu près 50 membres dans l'intelligence artificielle et le big data, architecture big data, une petite centaine dans la sécurité numérique, et puis une grosse centaine dans tout ce qui est microélectronique et objets connectés, à destination de 5 marchés que vous voyez donc en bas. La Smart City, et on fera un événement encore une fois le 12 novembre en présentiel à Nice avec Cap Énergie, tout ce qui est industrie 4.0, industrie du futur, tout ce qui est e-santé et bien-être, tout ce qui est transport de biens, donc transport de marchandises et logistique, et tout ce qui est véhicules connectés, véhicules autonomes. Donc ces technologies adressent donc différents marchés, on l'a vu, notamment la Smart City, dans la gestion intelligente des services et des actifs d'une ville, par exemple. On voit, donc, quand on parle d'objets connectés et d'IoT, on parle d'objets connectés ou smart objects, que ça comprend tout ce que développent et maîtrisent les acteurs SCS autour des capteurs, des microprocesseurs, du stockage de données, des commandes et des logiciels également, qui peuvent aussi permettre une interface utilisateur améliorée. Donc tous ces différents composants connectés peuvent permettre donc de rendre un objet intelligent. Et vous voyez donc en bas la chaîne de valeur de l'IoT, où effectivement vous avez la partie collecter les données pour les remonter et ensuite les analyser, là où va intervenir donc toutes les technologies d'intelligence artificielle et du big data. Tout ce qui est sécurité numérique, c'est plutôt toutes les technologies à base de cryptographie, qui sont composés donc d'algorithmes mathématiques et de clés, mais aussi ça inclut aussi les technologies de blockchain, ce grand livre numérique d'historique de transactions, et toutes ces technologies donc, vont permettre de pallier aux menaces, au piratage, et vont empêcher l'utilisation non autorisée ou un mauvais usage de certaines applications ou de certains services. Et on voit bien sûr de nombreux cas de piratage régulièrement et de menaces, d'où la nécessité de sécuriser les applications, les services et les produits. Et enfin, tout ce qui est intelligence artificielle et big data. Alors là, j'ai illustré par une formulation un peu à la mode en ce moment, de concepts informatiques qui associent mathématiques combinatoires et statistiques, avec, il ne faut pas l'oublier aussi, la forte puissance de calcul, tout ce qui est computing et le hardware derrière est nécessaire, et d'ailleurs maîtrisé aussi par les acteurs SCS. Et vous voyez sur la chaîne de valeur, SCS a une grosse partie de son écosystème plutôt dans la partie big data, infrastructure, architecture big data, pour permettre le calcul de données massives et le calcul rapide de ces modèles d'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui est préparation, visualisation pour favoriser une décision rapide. Alors quand on parle de concrétiser un projet IA, alors je parle de IA parce que c'est vrai que c'était plutôt cher pour ce webinaire. Cap Énergie a souhaité se focaliser plutôt sur l'intelligence artificielle pour illustrer
la transformation digitale au service de la compétitivité de ces entreprises. C'est complexe de concrétiser un projet IA, mais il faut savoir que dès que vous avez un historique de données, il faut se poser la question de comment je peux les valoriser. Les villes, les collectivités, en ce moment, se posent beaucoup la question d'optimiser les finances publiques et de valoriser leurs données. C'est ce qu'on va traiter encore une fois le 12 novembre. Et donc, concrétiser un projet IA, on maîtrise bien ça chez SCS, et une des premières choses à faire, c'est automatiser la collecte des données pour réentraîner les modèles ensuite, et ensuite organiser ces données. Où se trouvent les données, comment se propagent-elles, est-ce qu'elles sont cohérentes, voilà, donc c'est une question essentielle, mais que maîtrisent bien, là encore une fois, les acteurs SCS, et on peut travailler ensemble si ça vous intéresse. Et en bas à droite, j'ai mis effectivement je dirais le cercle vertueux et itératif du projet d'intelligence artificielle. Je commence par un challenge, une problématique. Je veux par exemple améliorer mon modèle prédictif, donc c'est le côté aussi analyse. Je vais essayer de trouver le verrou. Ensuite, eh bien, je me pose la question de l'approche. Est-ce que je vais ajouter des données externes ou non pour pouvoir améliorer ce modèle, par exemple. Ensuite, je vais choisir la technologie. Quelle technologie je vais implémenter, quelle méthodologie je vais mettre en place. Est-ce que c'est du machine learning? Est-ce que c'est du deep learning? Et puis enfin, je vais toujours mesurer pour pouvoir voir si la technologie choisie et l'approche a été la bonne. Est-ce que j'ai amélioré de 10%, 20% mon modèle, et d'où la construction également de tableaux de bord interactifs qui vont permettre d'améliorer en continu ces modèles et ces solutions. Voilà, là c'est juste 2 projets qui intègrent du numérique, qui ont été labellisés par SCS et qui sont sur la filière énergie ou ressources, qui permettent d'illustrer finalement la collaboration, je dirais, Cap Énergie SCS dans le montage de projets innovants. Donc celui-là, ce projet ça s'appelle Irrigation intelligente. Il vient d'être sélectionné. Le porteur, c'est Telaqua. Et il propose donc une solution d'optimisation de la gestion de l'eau pour le milieu agricole en utilisant justement des technologies à la fois de l'Internet des objets, mais aussi de l'intelligence artificielle. Donc ils vont pouvoir, ce projet va permettre de récupérer beaucoup d'indicateurs avec de nombreuses données grâce à des capteurs IoT et des capteurs aussi météo qui sont donc sur le terrain. Et cela va permettre de piloter un système d'irrigation autonome et optimisé en temps réel. Donc c'est une illustration parfaite, je dirais, de la transformation digitale au service de la compétitivité des entreprises. Un autre projet qui s'appelle cette fois DCSO Start, alors je ne sais plus le sigle de DCSO, mais c'est un projet qui est autour des data centers et qui se focalise sur la consommation d'énergie des data centers. Donc, il est piloté par Titan Data Center. Il a été labellisé par SCS cette année aussi. Et lui, il intègre des solutions d'intelligence artificielle pour surveiller et gérer les data centers, mais aussi leur consommation de ressources et d'énergie. Encore une fois, une illustration de projets intégrant du numérique et sur la filière, donc plutôt énergie ou ressources. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la parole à Valentina. Je vous remontre l'agenda. Voilà, pour bénéficier des retours d'expérience issus de plusieurs cas d'application, on va donner la parole donc à Romain Geniani de Enedis et Valentina Voloni de Cap Énergie. Donc Valentina, je te donne la main. Merci Fabienne. Voilà, tu es présentateur. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, avec Romain Gemignani, aujourd'hui, on va vous présenter une petite revue des technologies digitales qui peuvent être appliquées dans le monde de l'énergie avec un focus particulier sur l'intelligence artificielle. Donc, Romain, je te laisse démarrer. Allô, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. J'ai un problème de connexion, donc je ne vois pas l'écran qui s'affiche, je suis désolé. On t'entend bien, on t'entend bien. Bon, c'est parfait.
Écoutez, bonjour à tous, Romain Gimignani, je travaille chez Enedis, je suis responsable innovation et je suis aussi en charge d'un laboratoire d'innovation axé sur l'intelligence artificielle situé à Marseille. Et je vais donc rapidement vous parler de la place de l'IA dans notre secteur, qui est le secteur de l'énergie et particulièrement dans la distribution d'électricité. Donc l'IA ou en tout cas les technologies qui composent l'intelligence artificielle ont toujours fait partie du paysage de l'énergie et particulièrement de l'énergie électrique, du fait des contraintes énormes qui s'appliquent à notre secteur. Les contraintes, vous les avez là. Hein. Donc la première, c'est bien entendu l'équilibre offre-demande. On va y revenir. Il y a la gestion des flux, la gestion des flux en temps réel, et puis le plan de protection, s'assurer que notre réseau est sûr et qui réagit correctement en cas de défaut. L'IA a toujours fait partie de ce secteur. On a toujours dû faire des prévisions de consommation, de production, optimiser nos investissements, et ce, dès le début du système électrique. Donc, c'est pas nouveau. On faisait des statistiques, on faisait des séries temporelles, on continue à en faire, et maintenant, ce secteur, il a suivi la courbe que Fabienne vous a proposée tout à l'heure de la digitalisation, et il continue à la suivre avec une intégration aujourd'hui de plus en plus importante et rapide de l'intelligence artificielle, telle qu'on la connaît, pour répondre aux enjeux majeurs du bouleversement de notre secteur. Donc on peut parler de l'arrivée d'une production diffuse. Historiquement, on avait des centrales de production qui évacuaient sur du réseau de transport, puis du réseau de distribution et qui étaient consommées. Aujourd'hui, on a la production sur les 4 coins du territoire, elle est diffuse. Il faut intégrer cette production dans un système électrique qui est ce qu'il est, qui a été bâti au cours des années, qui continue à évoluer. Donc ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Il faut assurer aussi l'intégration de l'intermittence de ces productions. Quand un nuage passe sur une centrale solaire, il faut être capable de réagir, pourquoi pas sur la consommation ou sur d'autres productions, quasi en temps réel pour compenser cet effet-là. Là encore, il y a de la place pour l'IA et l'IoT et toute la digitalisation. On a aussi une augmentation des volumes d'échanges sur les marchés. On a aussi la mobilité électrique qui arrive avec des millions de véhicules électriques. On peut voir comme des batteries qui se déplacent sur le système. Comment on peut tirer au mieux profit de ces batteries, comment on peut optimiser leur charge, leur décharge sur le réseau éventuellement. Là encore, c'est de la place pour l'IA. Donc on voit que c'est un secteur qui est vraiment propice à tous les développements dont il est sujet aujourd'hui et que le spectre est très large. On est vraiment peut-être au début des développements. Donc il y a de la place pour beaucoup de monde et on a la chance en France et particulièrement sur notre région, d'avoir des gens qui maîtrisent l'intégralité de la chaîne de valeur qui permet d'intégrer ces technologies dans le secteur de l'énergie. Voilà, tu peux passer. Donc, oui, je vais reprendre la parole là sur tout ce qui nous permet aujourd'hui, merci Romain, tout ce qui nous permet aujourd'hui de voir le développement de l'intelligence artificielle. De quoi on a besoin pour faire développer ces projets d'intelligence artificielle? On a besoin de beaucoup de données et qui soient de qualité. Dans le monde de l'énergie, ces données nous viennent, Fabienne l'a dit tout à l'heure, des capteurs du monde de l'IoT, mais aussi de compteurs connectés comme Linky. On a aussi besoin de grosses capacités de calcul. Ces capacités de calcul aujourd'hui coûtent beaucoup moins cher qu'il y a quelques temps et elles sont scalables, donc on peut implémenter plusieurs. La puissance peut être augmentée avec la modularité des ordinateurs des data centers. Et on a aussi un accès à la technologie qui est beaucoup plus facile qu'avant. Cet accès à la technologie, l'open source par exemple, peut générer de la créativité, de l'inventivité, à la fois de la part des entrepreneurs, de la part des développeurs qui se saisissent de cet accès à la technologie, à ces données pour inventer des nouveaux produits et des nouveaux services.
Et enfin, on a une prise de conscience des entreprises du fait que la donnée n'est plus perçue comme un sous-produit des applications de gestion, mais un véritable levier d'innovation, d'évolution des services, des produits des entreprises. Et donc, les entreprises arrivent à penser leur transformation digitale à travers le prisme de la donnée et de l'intelligence artificielle, pour avoir plus d'efficacité et donc être beaucoup plus compétitif sur le marché. Donc, Romain, je te laisserai prendre la parole. Ah oui. Alors, concernant l'intégration de l'IA chez nous, enfin, vu de moi, hein, ça n'engage que moi, on a deux disciplines phares aujourd'hui qu'on développe côté Enedis. C'est d'abord ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique, où on apprend des actions métiers, où on apprend à des modèles à prédire à partir de données historiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. C'est un des plans de l'IA. Comme le disait Valentine tout à l'heure, il vous faut des données. Alors, n'attendez pas non plus d'avoir beaucoup de données, hein. Vous pouvez commencer à réfléchir à faire de l'IA avec peut-être peu de données, hein. Il y a des méthodes classiques qui existent, mais vous pouvez commencer dès lors que vous avez des données de qualité. Ça, c'est vraiment très intéressant, mais on a aussi un deuxième volet qui est peut-être un peu moins connu et qui est en tout cas un peu moins à la mode aujourd'hui, qui est l'optimisation. L'optimisation, c'est une discipline mathématique qui vise à maximiser ou minimiser une fonction sous le respect de contraintes. Et là, c'est très intéressant. Et c'est très applicable à notre domaine. Ça peut être, par exemple, minimiser la consommation, maximiser l'utilisation d'énergie renouvelable locale. Enfin, on a plein de spectres d'outils d'optimisation, enfin, de cas d'usage de l'optimisation qui se retrouvent dans notre secteur. Et là encore, la discipline a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et c'est vraiment une discipline à ne pas occulter parce que le potentiel derrière est assez énorme. Je te laisse passer. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on entend par apprentissage automatique? Je ne vais pas faire un cours d'IA, hein, c'est pas l'objet. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais en gros, l'apprentissage automatique, on l'oppose régulièrement à une autre technique de développement de logiciel qui est l'algorithmie. Si on voulait faire un parallèle avec la biologie, hein, puisqu'on parle d'intelligence, l'algorithmie, c'est plutôt de l'ordre du réflexe. On vous tape sur le genou, votre jambe se lève, personne ne vous a appris à faire ça, c'est codé dans votre logiciel. Bah, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'algorithme. On impose des actions à un programme lorsqu'il se produit des événements. Donc ça, c'est l'algorithme. Et par opposition, l'apprentissage automatique consiste pour une application, pour un logiciel, à apprendre les comportements qu'il doit adopter de données historiques. Et donc ça change beaucoup de choses, hein. Ça change le paradigme, hein. Et évidemment, c'est là où on a besoin de données de qualité, parce que si on apprend, si un modèle apprend de données qui sont erronées, il propagera l'erreur. Donc, l'apprentissage automatique, c'est bâtir une représentation mathématique issue de données historiques pour pouvoir prendre des actions ou des décisions par la suite. Et on a tout un tas d'applications, hein, de cet apprentissage automatique. Alors les plus connus, c'est ce qu'on appelle le traitement automatique du langage, où là, on demande à un ordinateur à comprendre, à parler, à interpréter le langage humain. Donc ça peut être du langage écrit ou oral. Et ça, on en a dans notre quotidien. On en a avec les chatbots, on en a avec les traducteurs, on en a avec les assistants vocaux. Et puis, on en a dans des secteurs comme la finance, hein, qui l'utilise pour prendre des positions sur les marchés en fonction de news qui arrivent. Et puis nous, côté Enedis, on l'utilise aussi beaucoup parce qu'on a énormément d'historiques de données textuelles, hein, des interventions, des comptes rendus d'intervention, des ressources documentaires. Et on a ce texte qui est à notre disposition et on arrive à bâtir depuis quelques années des applications là-dessus, comme de la classification automatique de texte, du routage de demandes, de l'interprétation de compte rendu. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire et on est aujourd'hui à l'état de l'art avec des modèles qui nous sont propres.
Après, on a une deuxième application du machine learning qui est assez intéressante, c'est tout ce qui concerne l'image. Ça, c'est très porté par le véhicule autonome, hein, comme le disait Fabienne tout à l'heure. Là, les technologies de deep learning, d'apprentissage profond, ont vraiment réussi à faire passer un palier par rapport à l'historique. Et on est aujourd'hui capable de développer très facilement, à condition d'avoir des données, hein, des images labellisées, des méthodes de détection d'objets, de classification d'images avec d'excellents résultats. Nous, on a fait une application il y a 6 mois de ça, où on est capable de détecter le matériel face auquel on se trouve sur le réseau juste à partir d'une image, et c'est embarqué sur nos téléphones portables. Donc c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Il existe toutes les briques pour développer ce genre d'application. Et puis il y a un troisième volet qui est à l'interface entre l'apprentissage automatique et l'optimisation, qui est l'apprentissage par renforcement, qui est très porté par la robotique, où là, on essaye de bâtir des stratégies d'optimisation. Alors, c'est pas de l'optimisation, on va dire, déterministe, hein, mais on essaie de faire en sorte que des modèles apprennent à prendre la meilleure stratégie dans leur environnement, en faisant des essais. Et Valentine vous présentera un cas d'usage dans le cadre des bâtiments intelligents. Je te laisse passer. Alors, comment ça marche? Il existe tout un panel d'outils pour faire du machine learning, pour faire de l'apprentissage automatique. On parle beaucoup du deep learning. Et le deep learning, c'est vrai que c'est je vais y revenir, c'est une méthode qui est très performante, mais qui nécessite des conditions très particulières. On a depuis des années un panel, une boîte à outils qui est énorme et qui peut être adapté à votre problème. Alors, ce que je vous ai mis là, c'est un algorithme dit classique, hein, qui s'appelle SVM et qui a la chance d'être assez visuel pour comprendre comment marche l'apprentissage automatique. Donc, dans notre cas, vous avez une population, enfin 2 populations, les ronds bleus et les ronds rouges, et vous voulez, en fonction dès lors qu'un nouveau rond arrive, le classer en rouge ou en bleu. Qu'est-ce que va faire l'algorithme SVM? SVM va trouver la droite, dans notre cas, puisqu'on est en 2D, la droite qui sépare le mieux ces 2 populations. Et lorsqu'un nouveau point arrive, en fonction de sa position par rapport à la droite, hein, s'il est en haut à droite ou en bas à gauche, il sera classé comme bleu ou rouge. Donc c'est un algorithme qui est très simple, qui est très rapide, qui nécessite relativement peu de données, et qui continue à être un très bon algorithme. On n'a pas de limite dans le nombre de dimensions, hein. Là, on a mis 2 dimensions. Si on était en 3 dimensions, ce serait pas une droite, ce serait un plan. Et puis, si on était à n dimensions, ça serait un hyperplan. Le gros problème de cet algorithme, c'est qu'il ne peut distinguer que les cas linéairement séparables. C'est les cas où on a une droite. Et en fait, dans la nature, il y a peu de cas où on a une droite pour séparer les rouges des bleus. Et donc, il fallait jusqu'à très récemment trouver une astuce mathématique, une transformation pour pouvoir ramener notre problème dans un cas linéairement séparable. Et ça, c'était assez compliqué parfois. Et puis arrivé le deep learning. Alors le deep learning, c'est basé sur des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est pas très récent comme technologie, hein, ça date des années 60. Par contre, il y avait un frein technologique. C'est que le deep learning, théoriquement, permet de résoudre n'importe quel problème, mais dans les faits, ça demande 2 choses. Ça demande énormément de données. Et c'est là où le big data a vraiment réussi à permettre l'émergence de cette technologie-là, hein. On avait les données, on les a entreposées, mais le deuxième problème, c'est la capacité de calcul. Et ce qui a permis l'émergence du deep learning, c'est cette capacité de calcul parallèle, les GPU. Donc être capable de réaliser tout un tas de petites opérations simples, mais de manière parallèle pour entraîner un modèle. Parce que derrière les réseaux de neurones, l'unité de base, c'est le neurone, et derrière ce neurone, c'est une opération qui est simple pour l'entraîner. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir entraîner un modèle et être capable de calculer des centaines de millions de paramètres à chaque itération. Et ça a été rendu possible grâce au calcul parallèle. Tout ça pour vous dire qu'il existe de très nombreuses méthodes
et que dans tous les cas, il faudra choisir la méthode la plus adaptée à votre problème, aux données dont vous disposez, à vos capacités de calcul dont vous disposez. Et si vous n'avez pas de big data, bah, peut-être vous pouvez vous retourner sur des méthodes classiques, mais en tout cas, ça vaut le coup de vous pencher sur ces méthodes-là pour commencer à faire de l'IA, parce qu'il y a de l'IA partout dans vos business, quoi. Voilà, tu peux passer. Donc les conditions à remplir, alors ça aussi, hein, c'est vu de nous, hein, pour faire un bon projet d'intelligence artificielle, bah, la première, c'est les données. Surtout si on parle d'apprentissage automatique, bah, l'outil, le modèle va apprendre de vos données. Si vos données sont erronées, bah, il va apprendre de manière erronée. Donc c'est là où il faut faire de l'investissement. Le premier investissement à faire, c'est récupérer des données de qualité. Et il faut voir ça comme de l'investissement. Quand vous prenez, quand on a pris un de nos experts matériels et qu'on lui a fait labelliser des milliers de photos à la main, il a passé son temps derrière son ordi à dire bah, telle photo c'est tel matériel, telle photo c'est tel matériel. Ça c'est chronophage, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement. C'est un investissement parce que c'est de cette qualité des données et du temps que vous aurez passé à cette étape-là, bah, c'est de là que va découler tout le reste et le fait que votre modèle soit bon et que votre produit soit de qualité à la fin. Donc l'accent est vraiment à mettre sur ces données. Réfléchissez à quelles données il faut prendre en compte pour résoudre votre problème. Généralement, si un humain n'est pas capable, à partir des données, de discerner ce que l'on cherche, la machine va avoir énormément de mal. Donc, si vos experts sont capables de déterminer à partir de photos face à quel matériel il se trouve, bah, il y a de grandes chances que la machine y arrive. Par contre, si c'est pas le cas, bah, ça va demander beaucoup plus d'investigation sans garantie de résultat à la fin. Donc, passez du temps sur les données. Ensuite, il vous faut du code. Mais le code, dans le cadre de l'intelligence artificielle, dans le cadre du machine learning en particulier, c'est pas la clé de voûte, hein. Il faut être capable. Aujourd'hui, on a toutes les briques open source pour faire de l'IA. On a des frameworks complets écrits dans des langages comme Python. Aujourd'hui, il n'y a pas un ingénieur qui est en école d'ingénieur et qui apprend pas Python. C'est un langage qui est assez simple et vous avez tout à disposition pour faire de l'IA. Donc la partie code, elle est un peu moins structurante que les autres. Néanmoins, il faut y veiller. Il faut être capable de décrire le modèle et puis son entraînement par la suite. Et puis, il vous faut aussi des machines. Donc, si on part sur du deep learning, il faudra des machines équipées de GPU, hein, qu'elles soient dans le cloud ou chez vous. Voilà, il vous faut ces capacités de calcul pour entraîner ces modèles sur la base de vos données. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence tout court, hein, il y a des humains. Il vous faut des experts. Ce sont les experts qui vont labelliser les données, garantir que les données que vous avez ont du sens, garantir qu'on va réussir à générer le modèle que l'on attend à partir de ces données-là. Ça, il vous faut des experts. Et c'est de l'investissement, encore une fois, hein, ce temps d'expert que vous allez passer, il faut vraiment voir ça comme du temps qui va vous permettre de développer l'outil derrière. Et ça, on a du mal, généralement, on a du mal à convaincre les métiers de passer du temps à faire ce genre de tâches, mais c'est la clé de la réussite. Et puis, il vous faut des utilisateurs. Parce que l'intelligence artificielle, souvent, prend, on va dire, le travail à faible valeur ajoutée de ces gens-là. Quand on parle de lire des textes pour automatiquement les router dans des services adéquats, c'était du boulot qui était fait par des utilisateurs avant d'avoir des modèles. Donc il faut les impliquer et puis c'est eux aussi qui derrière vont enrichir vos jeux de données. Quand vous allez développer un modèle d'apprentissage automatique pour améliorer une activité, derrière, vous avez des utilisateurs qui vont l'utiliser, qui vont continuer à labelliser les données là où le modèle a des doutes. Et donc, il faut vraiment privilégier, c'est vrai pour tout projet numérique, hein, mais dans le cadre de l'IA, c'est vraiment fondamental. Il faut faire en sorte de faire des outils qui soient faciles d'utilisation et où les utilisateurs s'y retrouvent et qui ne se sentent pas lésés par cette automatisation. Voilà, tu peux passer. Juste pour vous dire que Enedis a monté un dispositif qui est unique, qui est un laboratoire d'innovation par l'IA, et il est situé au cœur de la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille.
Cette situation nous permet d'avoir un échange permanent avec l'écosystème, donc l'écosystème de la recherche, parce qu'on est dans un état de l'art qui évolue très très vite. Très vite. Enfin, on a des nouvelles technos, des nouvelles approches qui sortent pratiquement tous les mois, et on a besoin de se maintenir à l'état de l'art parce que à chaque fois qu'une techno évolue, ça peut potentiellement être des gains significatifs dans sa mise en place. Donc le fait d'être dans un écosystème comme celui de la Cité de l'Innovation nous permet d'avoir cet accès à la recherche, mais aussi accès à des startups, à des grands groupes qui ne sont pas forcément dans nos secteurs d'activité et qui utilisent de l'IA. Donc tout cet écosystème se parle régulièrement et ça nous permet d'avancer très très vite. On a aussi, dans le cadre de ce labo, à notre disposition des ressources de calcul. Ça, on a investi, nous, dans des machines. Alors, on a des machines qui sont dans notre cloud interne, hein, dans notre data center. Et puis, on a aussi des machines physiques qui ne sont pas infogérées, dans lesquelles on a des GPU. Et on expérimente tout un tas de techniques pour pouvoir entraîner plus rapidement des modèles avec ces machines qui sont beaucoup plus souples que si elles étaient dans le cloud. Donc là, comme tout le monde, hein, on est en train d'essayer de bâtir des méthodologies pour entraîner des modèles et les industrialiser rapidement. Et aujourd'hui, on a tout un process qui est assez fiable pour entraîner des modèles et les mettre en production en quelques mois. Et puis les ressources dont on dispose aussi, ce sont des stagiaires, des alternants et des doctorants. L'IA, c'est un domaine dans lequel on a assez peu de gens formés et compétents, et les compétences sont plutôt sur les bancs d'école. Donc il faut veiller à ce contact avec les académiques pour avoir accès à ces ressources qui sont capables de vous développer de l'IA. Et puis, on se sert aussi de ce laboratoire pour faire une acculturation de nos équipes, où dès lors qu'on a un projet dans lequel on peut intégrer de l'IA, on immerge nos équipes dans ce laboratoire. Ces équipes sont constituées d'experts, d'utilisateurs et puis de nous, hein, les gens qui développent les modèles, pour pouvoir faire de l'acculturation et toucher le maximum de personnes, hein, puisqu'on voit que l'IA est en train de bouleverser petit à petit tous nos process. Il faut que les gens sachent ce qu'on est capable de faire, à quelles conditions, qu'est-ce que ça implique comme implication des métiers et quels vont être les coûts associés. Et ça passe par une acculturation quasi quotidienne de nos équipes au sein de ce laboratoire. Et aujourd'hui, on est capable de sortir réellement des projets, des applications intégrées dans notre SI en mode industriel en quelques mois, parce qu'on a bâti ce process. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais passer la parole à Valentine, et puis si vous avez des questions par la suite, je serai ravi d'y répondre. Merci bien, Romain. Donc, pour revenir un petit peu au secteur de l'énergie en général, voilà les besoins auxquels l'intelligence artificielle peut répondre. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour adapter les flux sur les réseaux à la demande des consommateurs. On a vu les exemples de Romain pour la distribution. L'IA peut être utilisée pour le stockage d'énergie, ainsi que pour la gestion de la recharge des véhicules électriques et à plus long terme pour la gestion des véhicules autonomes. Elle peut être utilisée aussi pour optimiser la consommation de l'électricité. On a vu tout à l'heure avec Fabienne l'exemple de Titan Data Center, donc, qui utilise l'intelligence artificielle pour gérer la température, donc le refroidissement du data center par rapport à son activité. Et on verra tout à l'heure un exemple avec la gestion de paramètres pour le confort d'un bâtiment. L'IA peut être utilisée aussi pour détecter des nouvelles ressources énergétiques grâce à la reconnaissance d'images. Ces opérations se faisaient avant l'intelligence artificielle, se faisaient manuellement, donc ça permet d'accélérer cette détection. Et aussi, on peut utiliser l'IA en prévision des productions à partir d'énergies renouvelables et aussi pour construire des modèles d'optimisation de décisions sous incertitude. Par exemple, pour la vente sur les marchés de l'électricité, y compris le marché de la flexibilité.
Pour vous donner un exemple, on peut utiliser par exemple le machine learning pour adapter le stockage d'énergie solaire dans des batteries en fonction des consommations, des données météo en temps réel et aussi en anticipation des températures au cas où on utilise de l'électricité pour le chauffage. Pour vous donner un autre exemple d'utilisation de machine learning, donc d'apprentissage automatique, le team de DeepMind Technologies a réussi à améliorer l'efficacité énergétique d'un data center utilisé par Google de 40% grâce à l'apprentissage automatique et à l'optimisation des données qui venaient de capteurs de température, de consommation, etc., dans le bâtiment de data center. Et donc, ils arrivent, vous voyez dans le graphe, à diminuer le PUE, qui est une mesure de l'efficacité de bâtiment, de data center, une fois qu'on met cet apprentissage automatique en route. Un autre exemple, cette fois sur l'apprentissage par renforcement qui a été cité par Romain. DeepMind toujours a utilisé l'apprentissage par renforcement pour prédire plus précisément la production éolienne en utilisant des données de prévision météo et en entraînant ces algorithmes sur des données historiques des turbines. Cela nous a amené un résultat assez incroyable, c'est-à-dire que l'algorithme arrive à prévoir avec 36 heures d'avance la production d'énergie éolienne. Toujours sur l'apprentissage par renforcement, STEM Technologies a utilisé cette approche pour optimiser des installations de photovoltaïque pour stockage et a réussi à améliorer l'OPEX de ces installations de 5 à 20%. Cela grâce à ces modèles prédictifs qui arrivent à prendre en compte des données mesurées par la centrale et à les optimiser grâce à des nombreuses interactions directes. Donc, l'apprentissage par renforcement arrive à aider les décideurs sur une plage d'horizon beaucoup plus large par rapport à l'optimisation classique. L'exemple que je vous disais sur le bâtiment, donc le smart building équipé de reinforcement learning, d'apprentissage par renforcement, peut être utilisé pour l'optimisation du confort. L'optimisation du confort de l'utilisateur final du bâtiment et en même temps l'optimisation de l'efficacité énergétique du bâtiment. Tout ça grâce à l'optimisation de la gestion technique du bâtiment et grâce aussi à l'entraînement des algorithmes et du thermostat et qui répond au ressenti de l'utilisateur final. Donc, l'utilisateur final indique s'il sent froid et s'il sent chaud, et le système intelligent de gestion du bâtiment, donc le BMS, le Building Management System, arrive à apprendre et à répondre utilement aux locataires. Et il minimise le nombre d'interactions avec le thermostat en arrivant aussi à économiser de l'énergie. Je voulais aussi vous parler des jumeaux numériques, qui sont une autre technologie digitale qui pourrait être utile en entreprise. Vous avez sûrement vu ces images de jumeaux numériques qui a été créé pour Notre-Dame de Paris. Donc, il s'agit de modélisation virtuelle dynamique qui nous sert pour comprendre mieux la réalité, pour faire des simulations poussées de la réalité. On peut l'appliquer au bâtiment avec le Building Information Modeling, le BIM, et au processus, aux produits et à des services aussi. Donc, pour créer ce jumeau numérique, on a besoin de collecter une certaine quantité des données
grâce à des capteurs, grâce à l'Internet of Things, grâce à des scanners, et à les transposer sur une interface. Ces jumeaux numériques peuvent être utilisés pour la détection des pannes, pour gérer des actifs, des flux sur le réseau, et donc pour simuler des scénarios à un moindre coût par rapport à un test en conditions réelles, et donc aide à la décision. RéuniWatt, à La Réunion, utilise des jumeaux numériques pour la gestion, la supervision de centrales solaires. Ils ont créé des jumeaux numériques de ces centrales et en utilisant des données qui viennent des satellites géostationnaires, ils arrivent à comparer la production réelle sur leur installation avec la production simulée par les jumeaux numériques. Quand il y a une différence élevée entre cette production simulée et la production réelle, là, ça veut dire qu'il y a un problème sur l'installation. Donc, il y a un panneau qui peut être défectueux, il y a une panne, et ils arrivent donc à superviser les performances et à agir au mieux pour la gestion de leur production. RTE aussi a utilisé des jumeaux numériques dans le projet JUMP, donc le jumeau numérique POST, avec l'objectif de maîtriser la connaissance de leur propre patrimoine. Donc créer un catalogue 3D des équipements, engins et outillages sous format BIM et qu'ils utilisent pour rendre les études plus robustes, pour sécuriser les interventions et s'entraîner en amont. Ils peuvent aussi utiliser ces modèles numériques pour communiquer et collaborer en interne et en externe avec les différentes équipes qui interagissent sur les installations. Enfin, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour la maintenance prédictive. La maintenance prédictive arrive à justement prédire quand il y aura une panne dans un environnement grâce à la détection des signaux faibles de la qualité de fonctionnement. C'est-à-dire que s'il y a un capteur connecté qui mesure en continu un paramètre de fonctionnement de l'équipement qui donne une donnée qui n'est pas une donnée classique de fonctionnement, on arrive à détecter une panne avant même qu'elle arrive. On peut comparer ce système de maintenance prédictive à un mécanicien qui, grâce à son expérience, grâce à son sens de l'observation, arrive à diagnostiquer un dysfonctionnement d'une voiture simplement en essayant et en entendant un peu le bruit du moteur. Il dit, ah là, il y a un bruit qui n'est pas normal, et donc il va se passer quelque chose. C'est la même chose pour la maintenance prédictive. Donc, cela nous amène bien sûr à avoir plus de satisfaction client, plus de confort, plus de productivité, parce qu'on arrive à optimiser les opérations de dépannage, à les anticiper. Donc, c'est un peu comme faire de l'anti-obsolescence programmée. Enfin, pour conclure sur l'intelligence artificielle et les problèmes auxquels elle peut répondre, elle peut répondre à l'optimisation d'un processus complexe par sa dimension, par la non-linéarité de ces phénomènes, par exemple la production renouvelable qui est influencée par des facteurs météo ou le revenu d'un acteur sur le marché de l'électricité. L'intelligence artificielle aussi aide à classifier des comportements ou des phénomènes, à détecter des anomalies, par exemple des pièces défectueuses dans l'industrie ou des événements extrêmes à coût élevé comme des pointes de consommation sur le réseau. Elle arrive aussi à automatiser les processus, par exemple la conduite optimale d'un véhicule autonome qui apprend de ses propres erreurs. Et aussi, elle peut être utilisée pour assister des experts dans des stratégies à prendre, comme l'optimisation des investissements ou la gestion prédictive d'un réseau. Voilà pour notre contribution à ce webinaire du côté des technologies digitales dans le secteur de l'énergie.
Et maintenant, je passe la parole à Shivom, qui va nous donner un autre cas d'application. Ouais. Shivom, tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Voilà, je te désigne comme présentateur. Donc, pour rappel, pour les quelques personnes qui sont arrivées là en cours de webinaire, donc Shivom va illustrer donc un retour d'expérience d'algorithmes intelligence artificielle pour un système de distribution d'énergie. Et ce sera en anglais, ce sera en anglais, mais par contre, je vous invite à poser des questions. J'ai déjà une ou deux questions posées, et je remercie d'ailleurs celui qui l'a posé donc par écrit dans le module questions. N'hésitez pas, elles seront traitées donc en fin de webinaire, après la présentation sur les dispositifs financiers pour financer vos projets de digitalisation d'entreprise. Voilà, Shivom, je te laisse la parole. Ouais, merci. J'ai présenté aujourd'hui, j'ai présenté un cas usage IA dans distribution d'énergie. Avant, je présente moi. Je suis Shivom Agarwal, un associé avec Nextra Partners. Mon métier, c'est un data scientist. Avant, j'ai travaillé avec beaucoup d'universités comme un professeur en Madrid, Polytechnique Madrid, Institut d'Empresa et aussi en HEC en Paris. Et j'ai switché en anglais, c'est plus facile pour moi pour expliquer ça. So today, one of the starting things, I very much agree with many of the points that have been raised by Roma and Valentina already. There are many areas in the energy sector where AI is making a difference already. Because this is one of the sectors that jumped on this trend much before many other industries. And they have been very much invested in not only in the algorithmic side, but also on the data engineering side. And you can already see in many cases, the return on investment is already coming out. So one of the things that Roma already pointed out, that if we want to do anything around AI in this sector or any other sector, we first need to think about data. Data brings more challenges than opportunities today because we have a very different view on looking at data. In the sense that today we need a structured data approach where we have a system of data governance, where we can ensure an automated data cleaning and automated high quality data that we can then use to build algorithms. Otherwise, we face a problem that many large groups are facing today, that you end up doing POC after POC after POC, and none of the solutions actually get industrialized where you start seeing the real return on investment. And one of the major reasons for that is the data engineering problem. Besides this, today we are seeing a trend where more and more business decisions are being made based on truthful data. Once we have solved the data engineering problem, then we can build some very simpler models for optimization. As Roma pointed out before, that optimization has been around for a long time. It's present in so many different aspects of energy domain, and it can generate value instantly if we can optimize. We can minimize or maximize certain aspects of the energy distribution. Then comes the idea of algorithms, as already discussed by Valentina as well, that a lot of work out there on the algorithmic side is already open source. So when we talk about open source, we can use different bricks to build our solutions. But in most cases, we have to build our own solutions because most of either the business case or the data is very particular to the organization itself. What you also see is that it's not in energy distribution, it's not only about having a great predictive system or estimating the demand so that we don't need to store the energy, we can directly supply it. That's where a lot of costs are coming.
but it's also about integrating on the churn management. The competition is already also there in the energy sector. And if we really look at the monetization of our customers, most of the revenues and the profitable revenues come from a limited set of customers, and there is a high churn because they have bargaining power, they can make discussions with other competitors. So in that sense, we need to integrate a good churn model with energy distribution at the same time. What we also see is that once you have built a good structure and a good methodology to implementing multiple use cases of artificial intelligence, then you can think about building new business models and new services on top of your existing products to improve monetizations and also margins. What we see is in many sectors, the margins tend to be still low. And in this area, if we can make a small improvement in margins, then we can bring huge value to the companies. What we also see is that we don't have to jump directly into AI in many cases. We can start with more RPA, which is robotic process automation, where we look at processes which can be simply automated, where today we have a huge human intervention, and return on investment would be right away. I will explain a little bit more on RPA and intelligent process automation in a minute. Of course, it is also very much needed, as we see with Enedis, that they already have an engagement with Sesam, and they are very much part of the ecosystem local, where they participate in innovation, in open innovation with many other external partners. Because today the technology is moving very fast, and we need to be very much on the top of it if we want to create value regularly for our customers. And of course, we need to build new digital skill sets, and we need to think about automation in a continuous improvement cycle. When we think about AI and combined with the process automation, we clearly see so many value generation. We can have much better optimized cost savings. We can gain new business insights in the sense that we can think about shorter paths in a process to deliver the value. We can think about generating new services on top of our existing business models that we have. We can think about more increased adaptability. It makes us more flexible. We can adapt to new scenarios and work with higher uncertainty once we have implemented a more automated processes. And we see also that we get a cumulative improvement in our customer experience. Because even when we talk about energy distribution, customer experience is also important, even when you're dealing in a B2B scenario, where there can be a lot of gains coming from hyper-personalization, which is possible with artificial intelligence. So if we go in this line, what we see is that organizations today can decide once they see a process, what can we do with the process? Not all processes can be automated. Not all processes can apply deep learning. Many times deep learning is not the panache for all problems. In my previous work, we saw that once there is a higher demand in certain regulated industries to explain the models. If you are using a deep learning model, most of the models are not explainable. Even when I write a convoluted neural network or annotated neural network algorithm, sometimes I can't explain my own models, or we cannot trace back the output to the input what we started with the model. So we built a small decision tree to help organizations to see that whether once you encountered an inefficient process, you need to see whether to improve this process, do we need some specific business knowledge? If we need some specific business knowledge, then we need to check whether the process is a complex process. It involves multiple steps or not.
If it does not require a specific business knowledge, and we know this is an inefficient process, we can directly go to an RPA where we already have tools available where we don't need to develop an algorithm. We just need to figure out how we can bring some of the data into the process, around the process, and we can start automating it directly. But if it's a complex process, then we need to decide whether there exists some data on it or not. If there exists already some data, then we need to check whether there are some manual tasks involved in it or not. If there are manual tasks, then we can go into a more sophisticated version of RPA where we infuse some very basic AI capabilities like computer vision, NLP, so that they can see, they can talk, they can understand, they can read things. So the robots are not just there to automate the process. But if it does not involve manual tasks, then we can directly go into an pure algorithmic process and build much more sophisticated AIs. But in the case we don't have data on the process, then we need to go into a process mining or data collection mode and then go back and look at whether the process is inefficient or not. But in case that we see that process is not complex, but it still involves some manual tasks, there are still things from the operations management that we already know around lean and agile that we can still apply to these processes to improve. So one of the use cases that I want to show on building on this is a framework that we have built with Nextra, where you try to integrate the supply side with the consumer side in the same system. And you build the system in a way that we have multiple layers of different algorithms that interact with each other, built on top of an integrated data lake. In this, what we see on the first step, first we need to think about our external data supply chains. And when we say data supply chains, we need to have automated supply chains that can bring the data into an integrated format. It can clean the data. It can integrate multiple sources of data, which are at different time frame, coming at a different speed, coming in different formats. At the same time, we have to integrate more consumer behavior data, which is much more varied when it comes compared to a supply data, which is tend to be much more structured. We already saw in the previous example with Enedis that we can combine temperatures, moisture, we can think about combining solar, wind, time of the day. But there are other things. We can think about combining events. We can combine data about other competitors that are out there in the market, and to build a much more optimized supply chain for our data, for our energy consumption, in a way that we can try to minimize storage capacity. On the other side, we can build a very good churn model such that we have a complete integration of consumer behavior data into one place. But before we start working on the external data, we also have to think about internal data. Many organizations today struggle with data duplication, that sales data from the sales department is updated, but the updated data was not shared with the finance department, and finance department is still working with the old data sets, while the operations department is already going 3 steps ahead with the new data. So you need a better data integration across business unit and entities internally before we can build more sophisticated algorithms. This system, this multi-layered system can not only work on providing an optimized demand prediction and an optimized churn model, but at the same time can enable third-party application building by providing a multi-access edge computing platform built on open standards, so that multiple IoT applications can be easily built on top of an integrated data sets that the customers have already built. So what you see from here is that when we talk about building AI solutions at an industrial level, we first need to solve a data problem. Then we need to think about a true business case and decide which processes we're going to take upon to build artificial intelligence systems.
And then we can also think about that how we can open this platform so that it's not just us doing the innovation, but others, developers, other innovators from the outside the organization can also contribute in developing such systems. From this, I quickly would also present Nextra. We have three major entities where we are focusing on advisory, on strategy and finance, and digital transformation, where we tend to be very close to the customers and see what are the major issues that are happening, and then we bring them into the AI where we can do the delivery, and then into the academy where we can also do the trainings. We can intervene already with large groups, CMS AGM, Airbus. We work with many startups in sewage, in energy, also in robotics, in e-commerce. More ETIs and mid-caps, we work more on sewage treatment, water treatment. Also, we work closely with many institutions, accelerators, universities, etc. Just to give a quick background of the founding partners of our team, we have Jean-Philippe, who comes with 20 years experience working in top consulting firms like PwC, A.T. Kearney. He was also a CIO, corporate CIO for Chanel before. Benjamin comes from Paris with multiple credentials in different consulting companies. Same with Joyce, who also works in the digital transformation. I come more from a research background, more focused on AI and security. Daniel comes more on the corporate finance and strategy background, and Hugo is our specialist on fintechs. Besides doing strategy and finance consulting, we also do a lot of transformation services and venture advisory. One thing to point out is technology standards. One thing that we realized more and more going forward is that when we talk about advanced technologies, we need more strong and sophisticated technology standards so that we can usher innovation in a collaborative fashion. We are full members at Etsy, and what we see is that technology standards around AI have started being built up. And we need more and more consensus and participation of all the actors in these standards, both around IoT and AI, so that we can build a common new technological innovations in Europe. With this, I would say thank you very much, and I pass back on to Fabienne. Yes, thank you. Thank you very much, Shivam, for sharing your experience. I will just show rapidly the agenda. Enfin, je vais juste montrer l'agenda. Je reviens au français, ça va nous faire du bien. Même si, bon, c'était compréhensible, mais c'est vrai que ça va nous faire du bien de revenir au français. Donc, merci beaucoup pour ce partage d'expérience et ce cas d'usage dans l'énergie. On va maintenant passer la parole donc à Nathalie Jardinier, qui va nous présenter donc un dispositif financier pour financer vos projets éventuels. Si vous êtes offreur pour intégrer donc des technologies numériques dans des grandes entreprises, dans des petites ou grandes entreprises, et si vous êtes un acteur de l'énergie, je vois qu'il y en a aussi qui sont connectés pour suivre bénéficier de l'accompagnement offert par Rising Sud dans ce parcours PSI 4.0. Alors Nathalie, je vous désigne présentateur. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Oui. Voilà, je vous entends, il n'y a pas de problème. On voit bien. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, je pense que vous voyez bien. C'est parfait. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, nous allons passer à quelques informations complémentaires peut-être sur des dispositifs de financement possibles pour des projets qui intègrent donc les thématiques de l'industrie 4.0. Et donc, il y a un dispositif qui existe depuis novembre 2019 qui a été lancé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle donc Parcours Sud Industrie 4.0. Rising Sud en est l'opérateur, donc je suis chargée pour Rising Sud de coordonner ce Parcours Sud Industrie 4.0, ayant une casquette très industrie, voilà, de par mon passé professionnel.
Donc, pour revenir à Parcoursup Industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un dispositif qui s'intègre dans un plan national, hein, un plan qui a été mis en place, lancé fin 2018 par l'État, suite à une manifestation, un constat plutôt d'un retard récurrent des industries françaises vis-à-vis notamment de l'ensemble des leviers de l'industrie du futur. Donc, ce plan national a été lancé fin 2018 avec un objectif d'accompagner 10 000 entreprises, TPE, PME, petites ETI, les accompagner vers leur transformation vers l'industrie du futur. Alors, je vais vous expliquer aussi toutes les thématiques de l'industrie du futur tout à l'heure, sachant qu'évidemment, dans ces thématiques-là, la digitalisation, le numérique a une place très, très importante, mais il n'y a pas que ces items-là qui sont traités au travers de Parcoursup Industrie et donc de l'industrie du futur. Donc, voilà dans quoi s'inscrit Parcoursup Industrie, déclinaison donc nationale de ce plan qui vise à accompagner 10 000 entreprises. Et donc, il y a un objectif en région sud d'en accompagner 500 d'ici décembre 2022. Alors, les accompagner, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire leur apporter à ces entreprises du territoire un parcours chaîné et complet, de la sensibilisation au soutien à l'investissement. Donc, on passe par une phase de diagnostic industrie du futur pour chacune des entreprises, et ensuite, on dédie, des experts en fonction des actions prioritaires qu'on a dégagées du diagnostic. Et nous avons un troisième volet très intéressant qui est un soutien possible à l'investissement, donc pour la concrétisation des actions mises en œuvre. Nous avons en cette année du dispositif plus d'une centaine d'entreprises inscrites et une attribution ou en cours d'attribution, je dirais, une enveloppe attribuée ou en cours d'attribution de près de 3 millions d'euros sur cette première année du dispositif. On vise pratiquement un x2 sur l'année numéro 2 donc qui va démarrer de ce parcours. Donc, il y a une vraie volonté de la région d'accompagner les industriels à concrétiser leurs actions de modernisation de leur outil productif et donc de transformation. Vous avez ici, alors j'entends qu'on a parmi nous pas mal d'offreurs de solutions, donc c'est aussi pour vous expliquer comment fonctionne le parcours, pour que vous voyez, vous, en tant qu'offreur de solutions, comment vous pouvez pleinement participer à ce parcours. Donc, les entreprises qui sont des entreprises industrielles, j'insiste là-dessus parce que c'est un critère important d'entrer dans le parcours, peuvent solliciter ce dispositif via juste le remplissage d'un petit formulaire. Elle candidate donc pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et donc, en fonction de son besoin, on va l'orienter vers un diagnostic, feuille de route, un accompagnement et donc une possibilité de solliciter un soutien à l'investissement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, on va dire à ce niveau-là, on a possibilité, pour l'entreprise, une fois qu'elle a avancé sur son action prioritaire à mener, sur son accompagnement, de la mettre en relation avec, justement, en fonction d'un cahier des charges qu'on a pu établir avec elle, de la mettre en relation avec des offreurs de solutions pour pouvoir avancer, évidemment, concrètement jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout dans son plan de transformation. Donc, on a aujourd'hui un dispositif très partenarial et très collectif. Donc, je remercie énormément le pôle Cap Énergie, le pôle SCS pour pouvoir aussi travailler avec vous et présenter le programme à des entreprises, aux offreurs de solutions. Vraiment un grand merci. Et on a un parcours qui est très collectif et très partenarial avec des opérateurs qui sont aujourd'hui qui ont été sélectionnés et on s'est outillé pour qu'ils participent pleinement au diagnostic, aux accompagnements. On va avoir un changement sur l'année 2 potentiellement, mais en tout cas, on a un grand nombre d'acteurs. Donc là, vous avez le pilote opérationnel, donc Rising Sud. Il ne faut pas oublier que le dispositif est cofinancé État-région. Et donc, on travaille avec Aria Sud, Industrie Méditerranée notamment, qui derrière draine un grand nombre d'experts
pour travailler avec les entreprises. J'ai vu tout à l'heure via Nextra Partners et les différents CV, j'ai revu le nom de Joyce Poussin qui a déjà participé notamment à l'accompagnement de certaines entreprises du parcours. Donc voilà, pour vous montrer aussi la dimension partenariale de ce dispositif. Donc voilà l'inscription en tant qu'entreprise. Et donc aujourd'hui, vous avez un deuxième petit bouton ici qui existe sur notre plateforme. Ici, vous avez la présentation de notre plateforme Parcoursup Industrie 4.0 où les entreprises qui veulent bénéficier de ce dispositif peuvent candidater via ce bouton bleu. Et aujourd'hui, il existe un deuxième bouton que je vous montrerai tout à l'heure qui est le bouton offreur de solutions pour que vous puissiez, vous qui avez des propositions de solutions à apporter aux entreprises, vous puissiez également candidater sur la plateforme. Je vous montrerai tout à l'heure. Simplement, rapidement, on a 6 enjeux très forts de transformation dans le cadre de ce parcours Industrie 4.0. On est obligé de respecter le cahier des charges de l'État. Alors, c'est vrai que c'est les leviers industrie du futur, les enjeux de transformation, voilà, relèvent vraiment de cahier des charges de l'État. Donc, on est obligé de se caler sur ce référentiel-là, référentiel de l'Alliance Industrie du Futur et cahier des charges de l'État. Donc, on a 6 enjeux de transformation, évolution des marchés, intégration des technologies avancées, intégration du numérique, optimisation organisationnelle, prise en compte des facteurs environnementaux et sociétaux. Et on a l'accent tout particulièrement en région sud sur la transition écologique et énergétique aussi, en particulier sur cette année 2 du parcours qui démarre. Donc, transition écologique et énergétique, c'est très transversal. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi via Parcoursup Industrie, c'est de pouvoir avancer sur un projet de transition écologique et énergétique au sein de son entreprise en utilisant, et comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec l'intelligence artificielle, en utilisant un des leviers de l'industrie du futur. Donc, vous voyez, vous avez donc ces 6 leviers qui sont, encore une fois, les leviers nommés par l'Alliance Industrie du Futur dans le cahier des charges de l'État. Objets connectés, on en a déjà pas mal parlé. Voilà, on est parfaitement dans la thématique. Déploiement de technologies de production avancées aussi. On peut vous accompagner vers les nouvelles approches de l'homme au travail, de l'implémentation d'outils pour améliorer la relation client-fournisseur et aussi vous aider à développer des nouveaux modèles économiques et sociétaux. Voilà les 6 leviers de l'industrie du futur qui sont là comme des outils pour les entreprises, pour leur permettre de rester compétitifs et d'avancer aussi dans leur développement sur la scène régionale française, voire internationale. Donc, les critères d'éligibilité rapidement, c'est un programme qui est destiné aux entreprises de l'industrie. Donc, il faut que les entreprises aient une activité de fabrication ou de transformation ou qu'elles intègrent un process industriel. C'est-à-dire, par exemple, si elles font du conditionnement ou si elles font de l'assemblage ou de l'usinage, c'est possible. Voilà, en soi, elles ne vont pas fabriquer un bien ou un équipement, mais elles intègrent un process industriel, donc on peut les prendre en considération dans le dispositif. On va voir aussi, selon les cas, les passages en phase d'industrialisation, je dis bien selon les cas, et des projets de transformation, évidemment, de manière générale, qui intègrent, comme je vous disais tout à l'heure, un des 6 leviers de compétitivité de l'industrie du futur. Ça, c'est un critère important. Les TPE, PME et ETI jusqu'à 500 salariés peuvent bénéficier de ce parcours. Et on a aussi une règle de minimis qu'il nous faut vérifier pour les entreprises voulant bénéficier de ce dispositif. On a le Parcoursup Industrie 4.0 existait avant cette situation de crise que nous vivons aujourd'hui, mais il s'intègre parfaitement parce qu'on est aussi là sur des possibilités d'aider les entreprises par exemple, à travailler sur des rapatriements de chaînes de production ou des augmentations de capacités pour des rattrapages de pertes, des rattrapages de production ou des réorganisations par rapport à la prise en compte de risques sanitaires ou évidemment, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des projets qui s'accélèrent dans un cadre de transition écologique énergétique. Donc, on a eu tout à l'heure des exemples très probants, typiquement, voilà, l'optimisation de la consommation électrique
de l'efficacité énergétique. Des projets comme ceux-ci peuvent intégrer Parcoursup Industrie 4.0, c'est-à-dire on peut vous faire bénéficier de compléments d'expertise pour avancer encore dans votre projet, et on peut évidemment aussi je vais passer directement à cette slide-là, je reviendrai sur celle sur les offres de solutions juste après, et vous permettre donc de vous apporter un soutien à l'investissement. C'est de la pure subvention. Voilà, on a des taux d'aide qui varient de 30 à 70% selon le statut de l'entreprise et sa localisation, si elle est en territoire d'industrie ou non. Voilà, donc on a des subventions qui peuvent monter jusqu'à 200 000 € pour des très beaux projets de transition écologique ou énergétique. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est très spécifique à la région Sud. Elle a mis énormément de moyens. Dans toutes les régions de France, vous n'allez pas retrouver un dispositif aussi complet pour avancer votre projet de transformation vers l'industrie du futur. Je reviens sur simplement ce que contient donc le parcours, donc un volet accompagnement avec un diagnostic sur mesure en fonction de vos besoins, diagnostic industrie du futur, j'insiste là-dessus. Donc, on va balayer l'ensemble des outils de l'industrie du futur et voir pour chacune des entreprises sur quel outil il serait pertinent qu'elle aille, qu'elle avance pour pouvoir se développer, pour pouvoir progresser. On a ensuite donc une feuille de route avec des actions prioritaires et un accompagnement. Tout ça, c'est un minimum de 5 jours. Et on peut faire bénéficier l'entreprise de maximum à peu près 10 jours d'accompagnement entièrement financé. Voilà, ça j'insiste là-dessus aussi parce que c'est aussi une spécificité de la région Sud que d'apporter une action de ce type-là entièrement financée. Côté offreur de solutions, c'est ce que l'on cherche aussi à engager avec vous, offreur de solutions, c'est de vous permettre de vous présenter auprès des entreprises qui ont un projet. Donc, comment faire? C'est également sur la plateforme Parcoursup Industrie 4.0. Parcours-sud-industrie.com, pardon. Vous avez un deuxième petit bouton. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit bouton bleu. Il y a un deuxième petit bouton qui existe, un bouton gris. En cliquant dessus, vous, en tant qu'offreur de solutions, vous pouvez candidater également et vous rendre visible auprès des entreprises. L'entreprise, elle va saisir sa demande il va y avoir une demande automatique qui est envoyée aux offreurs de solutions dont les champs d'expertise correspondent à sa demande. Voilà, c'est-à-dire que vous, en tant qu'offreur de solutions, on va vous demander aussi de remplir un minimum d'informations concernant les expertises que vous avez, et donc la plateforme va permettre de faire matcher automatiquement les offreurs de solutions avec les bonnes expertises en fonction des projets de l'entreprise. Voilà, donc après, vous, offreurs de solutions et entreprises, vous communiquez directement ensemble pour pouvoir finaliser votre projet commun. Voilà. Donc, cette plateforme Parcoursup Industrie permet aux entreprises de suivre leur parcours, aux offreurs de solutions également de présenter leur expertise pour pouvoir ensuite répondre à des projets de l'entreprise. Autre information très intéressante pour vous, offreurs de solutions, c'est que toutes les régions de France qui utilisent une plateforme comme celle que nous utilisons en région Sud vont rendre visible l'ensemble des offreurs de solutions. C'est-à-dire que vous vous inscrivez en région Sud et les autres régions pourront vous voir aussi, donc vous pourrez vous positionner sur des projets hors région Sud également. Voilà. Donc aujourd'hui, à l'échelle nationale, des offreurs de solutions, on en est à peu près 1280 sur donc l'ensemble des expertises de l'industrie du futur. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite fortement aussi à vous faire connaître via Parcoursup Industrie 4.0 sur notre plateforme donc en ligne. Il n'y a pas de forme de labellisation ou de référencement, de validation, pardon. Voilà, dès que vous vous inscrivez, vous candidatez, vous serez visible par les entreprises sur les champs d'expertise qui vous intéressent, qui vous correspondent.
Mais du coup, une petite question, Nathalie. Du coup, comment vous vérifiez la qualité, je dirais, et la crédibilité de l'offreur de solutions? Je prends un cas extrême, hein, qui s'auto-référence sur cette plateforme, s'il n'y a pas de validation du profil On et la compétence. ne peut pas avoir de validation, ça nous est pas, c'est pas juridiquement autorisé en fait. D'accord. Donc on a eu un grand échange avec l'État et l'Alliance Industrie du Futur en particulier. On ne peut pas privilégier des offreurs de solutions par rapport à d'autres. Donc on n'a pas de phase de validation. Il n'y a pas de phase de validation. Voilà, on n'a pas juridiquement l'autorisation de le faire. D'accord. Donc, je profite aussi pour annoncer aux participants éventuellement intéressés qu'on fera un petit focus ensemble, hein, le 27 novembre sur justement la part, enfin, comment les offres de solutions peuvent se positionner avec des exemples concrets aussi d'offres de solutions Oui, tout à fait. qui ont fait du business avec d'autres industries, enfin, des entreprises industrielles en France ou en région. Et voilà. Par contre, le temps file. Nathalie, vous avez encore. J'ai terminé. Voilà, c'est ce que j'allais parfait. vous dire. J'ai terminé. Donc voilà, là vous avez le schéma de l'ensemble du parcours type d'intégration avec nos coordonnées et les coordonnées de la correspondante. Alors ça, c'est important aussi pour le soutien à l'investissement. La correspondante, c'est Madame Maud Favre, qui est donc au service SDFS, au service des filières stratégiques. Et vous avez donc les deux mails. Nos deux mails, voilà, à votre disposition. Mais c'est vrai qu'on refera un focus Oui, à votre disposition. 27 novembre à 11h. Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. C'était passionnant. N'oubliez pas de poser vos questions dans le module questions, donc par écrit. Il est déjà 12h28, donc le temps passe, mais je vais quand même passer la parole à Valentina Voloni qui va nous présenter quelques slides. Ça va être très court, mais sur le plan de relance, quelques opportunités pour financer et pour vous aider dans vos projets de transformation digitale. Donc, Valentina, si tu es là, je te désigne comme présentateur. Oui. Tu peux présenter tes quelques slides. Et ensuite, on va passer à la session questions. Et bon, si vous êtes encore avec nous, on débordera un peu après 12h30. 1000 excuses. Ok, vous voyez bien mon écran? Allô? Très bien, très bien. Très bien, oui. Ouais, parfait. Okay. Oui, donc pour compléter sur les guichets de financement de la digitalisation, il y a le plan de relance qui a été lancé le 9 septembre dernier, qui a été baptisé France Relance. Le plan vise à soutenir en profondeur l'économie française pour une relance durable après la crise Covid. Et donc, c'est les domaines qui sont les plus porteurs, qui créeront les emplois qui seront soutenus sur le cadre de le plan de relance. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit focus sur la partie digitalisation, justement, qui rentre dans le chapitre compétitivité de France Relance et en particulier sous les deux sous-chapitres souveraineté technologique et mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises. Donc, pour ce qui concerne la souveraineté technologique, le premier dispositif, c'est celui de la relocalisation, donc le soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Cette mesure qui vise à soutenir en particulier les 148 territoires d'industrie et à accélérer des projets structurants qui sont prêts à être engagés rapidement. L'objectif est de favoriser la relance de l'industrie et la compétitivité et de contribuer à la transition énergétique écologique. Et aussi, bien sûr, à la relocalisation des chaînes de production en France. Pour cette mesure-là, il y a un fonds de 400 millions d'euros qui a été mis en place pour la période 2020-2022, dont 150 millions d'euros dès 2020 en subvention. Il y a aussi d'autres mesures qui sont inscrites dans le PAC Rebond et qui sont à destination toujours des territoires d'industrie et qui visent à soutenir la reprise. Par exemple, il y a le déploiement du volontariat territorial en entreprise ou encore la mise en place des conditions d'accès privilégiées aux accélérateurs de BPI France pour les entreprises donc des territoires d'industrie. Je vous ai aussi mis le type de projets qui sont attendus, donc comme la création d'unités ou de lignes de production avec de l'automatisation, de la digitalisation, de l'augmentation capacitaire, le développement des réseaux numériques, des sites de production, infrastructures et services mobiles et la 5G.
Parmi les indicateurs, donc l'innovation, la rupture technologique et la transition numérique est très importante. Les autres indicateurs qui seront évalués sont la création des emplois, le développement des compétences et la décarbonation. Le dispositif est déjà ouvert. Il a été ouvert en septembre 2020 et la sélection des dossiers s'est faite à fil de l'eau jusqu'à épuisement de fonds. Donc là, vous avez le site pour ce dispositif-là. Donc relance.projetterritoriaux.bpifrance.fr. Ensuite, notre dispositif, c'est le programme d'investissement d'avenir, le 4e, donc programme d'investissement d'avenir, qui cette année va combiner 2 logiques d'intervention. Donc, il y a une première logique d'intervention qui est dite dirigée et donc qui vise à accélérer l'innovation dans des secteurs, marchés et technologies ciblés jusqu'au déploiement en lien avec les territoires. Pour ce qui concerne les secteurs ciblés, c'est donc la cybersécurité, les technologies quantiques, les solutions numériques pour la santé, les industries culturelles et créatives et les solutions innovantes et éthiques d'intelligence artificielle industrielle. Pour ce dispositif-là, il y a 2,6 milliards d'euros de nouveaux financements qui sont prévus sur 2021 et 2023 et en plus 500 millions d'euros d'investissement en fonds propres. La deuxième logique d'intervention, c'est celle du soutien aux projets de R&D risqués, donc avec des dispositifs un peu plus classiques comme l'aide à l'innovation par Bpifrance, les concours d'innovation qui sont gérés par l'ADEME et aussi des appels à projets structurants des R&D. Pour ce dispositif-là, il y a à disposition 1,95 milliard d'euros et donc il y a déjà des guichets et des appels à projets qui sont ouverts en 2020 et qui sont reconduits en 2021. Ensuite, on arrive au chapitre numérisation des TPE, PME et ETI. Et là, il y a 3 possibilités. Il y a la sensibilisation et les accompagnements collectifs des TPE et PME de tout secteur à la numérisation avec les actions de France Num. Et donc là, il y a par exemple du diagnostic numérique, des formations actions, des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale et vous retrouvez tous ces dispositifs sur le site francenum.gouv.fr. Un deuxième dispositif d'audit et d'accompagnement des PME et ETI qui ont déjà acquis un premier niveau de maturité numérique est aussi disponible, quel que soit le secteur, pour la mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Et ça s'appelle IA Booster. Et ensuite, en soutien aux investissements des PME et ETI dans les technologies de l'industrie du futur, sous forme de subventions qui va se substituer au mécanisme de suramortissement fiscal. Et donc, ces subventions sont opérées par l'ASP, l'Agence des services et des paiements. Et donc là, il s'agit de soutenir des projets de technologies et usages du futur pour des projets entre 100 000 euros et 5 millions d'euros. Et pour ce dispositif-là, il y a à disposition 400 millions d'euros d'ici 2022. Pour terminer, pour ce qui concerne la digitalisation, l'État soutient aussi la transformation des territoires et de l'État avec des projets qui visent à améliorer les services publics et donc de l'administration et de soutenir le développement de l'écosystème numérique français en général. Donc là, les éditeurs de logiciels, les opérateurs de télécommunications, les entreprises de services numériques et les PME, les startups du numérique pourront aussi bénéficier de ce dispositif-là avec 1 milliard d'euros mis à disposition sur la période 2020-2022. C'est tout pour cette synthèse du plan de relance dédié à la digitalisation. Je te repasse la parole, Fabienne. On peut peut-être voir les questions. Oui, merci beaucoup. Merci Valentina, mais merci également à Nathalie, Romain et Shivom pour
votre intervention, fort intéressante et fort complémentaire, hein, puisqu'on a vu des dispositifs donc régionaux et nationaux. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez l'écrire dans le module questions, donc dans votre menu GoToWebinar. Il y en a déjà une. Je ne sais pas si Romain, tu es là, et je pense qu'elle est pour toi, puisqu'elle a été posée pendant que tu parlais. Je suis là. C'est parfait. Si vous souhaitez répondre à une question, vous pouvez humaniser votre réponse en mettant votre webcam si vous en avez la possibilité. Donc, Romain, peut-être que Shivom pourra aussi répondre. Est-il possible de travailler avec des données issues de documents papier numérisés ou alors uniquement des données numériques qualifiées? Peut-on coupler des outils d'OCR et de machine learning? Voilà la question. Oui. Bah oui. Après, je sais que sur l'écriture manuscrite, c'est jamais simple, hein. À ma connaissance, il n'y a pas de recette miracle, mais si on a des documents papier et qu'on arrive à les transformer en données texte numériques via un OCR, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, c'est jamais simple, hein, de travailler avec du papier, hein. C'est jamais facile. Voilà. Après, il faut l'OCR, c'est bien, hein, ça va retranscrire les mots qui ont été imprimés en texte, mais après, s'il faut aller chercher une partie du texte qui est dans ces documents-là, là, ça devient peut-être un peu plus compliqué. D'accord. Je suis d'accord avec Romain. Normalement, avec OCR, ça fonctionne bien. Seulement, les caractères écrits à main, c'est plus compliqué pour OCR aujourd'hui, mais il y a une autre manière avec les deep learning pour ça. Les algorithmes de vision, computer vision, ça fonctionne bien avec les digitalisation des documents. Ok, merci Shivom. Une autre question. On vous remercie donc pour votre intervention. Est-ce que vous calculez l'impact énergétique de l'algorithme ou alors est-ce que vous pouvez calculer son impact carbone? Peut-être Romain d'abord et Shivom ou l'inverse? Oui, bah alors le calculer, c'est compliqué. Il est clair que quand on fait appel à du deep learning et qu'on entraîne des modèles sur des GPU, ça consomme de l'électricité. Ça en consomme beaucoup. Et donc du coup, enfin, c'est des algorithmes, il faut avoir ça en tête. Ça va consommer de l'énergie. Nous, ce qu'on fait quand on s'attaque à un problème d'IA à la base, on va tester des algorithmes qui sont moins gourmands en énergie, qui sont pas forcément du deep learning. Et s'ils marchent bien, enfin, nous, on est dans un objectif industriel, hein. Si pour gagner quelques points de précision, on doit faire appel à des outils qui coûtent plus cher en énergie, qui coûtent plus cher en capacité de calcul, qui vont mobiliser plus de ressources, on le fera pas. C'est pour ça qu'on attaque toujours avec des méthodes classiques un problème d'IA et avec des méthodes qui consomment peut-être beaucoup moins d'énergie. Et cette question de l'enjeu de l'énergie pour entraîner des modèles, elle est fondamentale. On n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un point sur lequel il va falloir travailler. Et c'est sûr que ça a été un peu la course à l'échalote avec les derniers modèles d'IA, notamment pour le texte, qui consomment énormément de données et de capacités de calcul. La question se pose aujourd'hui de rationaliser un peu tout ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, bien sûr, merci. Shivom, tu veux compléter donc par rapport à l'impact énergétique de l'algorithme IA et des modèles? Oui, je suis d'accord avec Romain aussi, hein, également. Aujourd'hui, vous besoin, vous besoin d'utiliser les modèles, les consommation d'énergie des modèles, des données, des récupérations de données aussi dans l'optimisation des énergies. Hein. Aujourd'hui, c'est énorme les consommations de données, l'énergie pour les traitements de données, c'est énorme. D'accord, merci. Écoutez, je vais vous remercier pour votre attention, votre participation, vos questions. Il est déjà 12h40, donc je vais devoir terminer le webinaire. Notre outil va être également utilisé pour une autre réunion dans quelques temps. Je vous rappelle que les présentations, avec accord des speakers en tout cas, seront
disponible sur le site du pôle SCS dans l'accès membre. Et puis sinon, le replay du webinaire complet sera disponible sur les sites du pôle Cap Énergie et SCS si vous souhaitez le réécouter ou si vous souhaitez aussi le partager avec des collègues ou des partenaires. Nous restons à SCS et Cap Énergie à votre disposition pour toute information, tout projet de transformation digitale, toute information autour de concrétiser un projet IA par exemple, mais pas que. Il faut aussi des capteurs et des processeurs pour collecter les données et automatiser cette collecte de données. Donc nous restons à votre disposition pour initier tout projet et bénéficier des nombreuses aides nationales et régionales, on l'a vu, pour vous permettre d'améliorer en compétitivité. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et